quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Naît-on ou devient-on virtuose ? Naît-on ou devient-on Mozart, Einstein ou autre Léonard de Vinci ? Est-ce le travail qui fait tout dans la performance ou bien nous privons-nous parfois de réussir à cause de nos peurs d'échouer ou de mal faire ? Sommes-nous plus parasités que nous le croyons par des freins conscients ou inconscients ? Bref, et si vous trouviez votre zone de génie ? Réponse aujourd'hui dans cette émission Quête de sens avec mes deux invités que je suis ravie de recevoir. Valérie Richard, bonjour Valérie. Bonjour. Ravie d'être en votre présence aujourd'hui. Vous êtes experte en développement personnel depuis 20 ans maintenant. Vous êtes coach, conférencière, auteur. Votre dernier ouvrage, Rayonne ta propre lumière. Rien que cela, c'est presque biblique comme phrase chez Lanor. Et nous sommes également en compagnie de Christophe. Christophe Médicis, faut-il vous présenter ? Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous les invités de votre formidable émission. Eh bien, merci d'être là. Vous qui êtes toujours psychosociologue, coach en communication, qui avez écrit je ne sais plus combien d'ouvrages, dont le petit dernier. Moi, que j'aime particulièrement, je vous avoue, d'abord parce qu'il est petit. Bref, je suis journaliste et je reçois tous les jours plus de 5 ou 6 livres. Donc, c'est sympa d'avoir des ouvrages avec une... de taille humaine. Osez incarner votre zone de génie. Un livre fraîchement paru chez Lanor également. Eh bien, c'est rassurant de vous lire tous les deux, puisque on se rend compte que finalement, il n'y a pas que les autres qui peuvent réussir finalement. Hein, Christophe, c'est le résumé de l'histoire. Tout à fait. Déjà, nos sujets sont d'actualité parce qu'en ce début d'année 2025, on voit bien qu'énormément de Français, pour parler que de notre pays, sont en quête de sens. 2 études récentes, études du BIT, c'est pas pareil, 70%. Bah oui, mais en même temps, par rapport aux métiers, aux activités, on voit bien que 70% par exemple des travailleurs voudraient changer de métier, voudraient se reconvertir, Marie-Ange. Et 2 Français sur 3, selon une étude Odoxa, vont au travail sans le sourire. Et si on va au travail sans le sourire, c'est certainement parce que justement, on n'est pas en phase avec sa zone de génie. Et que les métiers qu'on fait sont des gagne-pains que font certaines personnes. Et nous, et c'est peut-être l'objectif de mon livre, c'est de leur dire que peut-être qu'en faisant quelques efforts, ils peuvent aller vers des activités qui seront plus en phase avec eux-mêmes. Êtes-vous d'accord Valérie ou pas ? Ce qu'on devrait faire devrait être le croisement entre notre zone de compétence et ce que l'on aime faire, en fait. Et j'accompagne des personnes comme ça, qui recherchent, disent j'en ai marre de mon boulot, je ne sais pas ce que je veux faire. Et on regarde tout ce qu'elles aiment, là où leurs compétences sont reconnues. Et à la zone d'intersection, on trouve ce pourquoi elles vont se réaliser. Et là où elles vont aimer se lever chaque matin pour aller à Ces personnes-là, c'est intéressant, je ne pensais pas qu'on allait commencer ainsi l'émission, sont les indécises, il y en a pas mal, je ne sais pas quoi faire. C'est un signe de quoi ça ? C'est un symptôme de quoi ? De quelqu'un qui... C'est quand même curieux. Moi, ça me semble complètement étranger. Alors, c'est le symptôme de quelqu'un qui ne sait pas forcément écouter. Moi, j'ai 3 enfants qui sont des jeunes adultes. D'accord. Ils ont pris une démarche aujourd'hui. Ça ne sera peut-être pas la même demain. Et je les aide à aller vers ce qu'ils font, ce qu'ils aiment. Moi, j'ai commencé par faire de l'informatique. Parce qu'à l'époque, je voulais gagner de l'argent. Et voilà. Et j'ai bien aimé faire de l'informatique. Mais à un moment, j'avais plus de sens. Et je me dis, mais moi, j'ai envie de faire ce que j'aime. Mais qu'est-ce que j'aime ? J'ai toujours rêvé d'écrire des livres. J'adore le développement personnel. J'adore la danse. Je fais de la biodanza. Wow. Je fais uniquement ce que j'aime aujourd'hui. Et vous en vivez ? Oui. Pardon d'en parler, mais c'est un sujet. Absolument. Je gagne pas. Complètement. Bon, parce que la zone... Mais c'est vrai que c'est intéressant de rentrer... Je pensais pas du tout qu'on allait commencer comme ça l'émission, parce que je pensais que vous alliez rebondir sur le côté Mozart de chacun. A-t-on tous la capacité à devenir... Alors, Mozart, j'en sais rien, mais quand même, c'est une question. La performance est-elle corrélée je vois très bien au j'aime, au travail ? Ce qui est sous-jacent à votre question, Marie-Ange. Vous avez vu, dès le début du livre, je dis que tout enfant a du génie. On le sait. D'ailleurs, Aristote avait dit tout génie a gardé quelque chose de l'enfant en lui, même s'il a 30, 50, 70 ans, 80 ans. La vraie question, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, vous voyez, nos auditeurs doivent le savoir, chaque parent peut s'enthousiasmer du dessin de leur enfant, du fait que leur enfant commence à faire un peu de musique et on dit « Ah, c'est un futur Mozart ». Oui, mais comme dit Chaplin, c'est pas avoir du génie enfant qui est important. C'est que quand tu es adulte, tu le transformes et ça se voit réellement. Or, toutes les études prouvent qu'il n'y a qu'entre 3 à 5, voire 10% de gens qui sont dans leur zone de génie. Et vous avez vu, Marie-Ange, je fais la distinction dans le livre entre plusieurs zones, parce que qu'est-ce que c'est ? Il faudrait peut-être déjà pour les auditeurs définir qu'est-ce que c'est la zone de génie. C'est une zone psychique que j'ai décrite, disant qu'elle est constituée du soi. Alors, c'est un acronyme. D'abord, SOI. D'abord, un grand sentiment de solitude. Il ne faut pas avoir peur. Hein. La solitude, ce n'est pas l'isolement. Je pense que tout génie est quelqu'un qui est capable
de créer, vous avez vu, j'ai créé un mot, d'œuvrer, donc il devient un œuvreur dans une espèce de solitude, qu'on soit qui un scientifique, qui un intellectuel, qui un artiste évidemment, ou n'importe quoi d'autre. Un artisan. On est dans une espèce de solitude. Nietzsche avait dit de quel désert est entouré l'homme de génie ou la femme de génie. Wow. Le haut, c'est l'originalité. On est toutes et tous uniques. Mais énormément d'institutions, et là-dessus Valérie va me suivre, j'en suis persuadé, notamment l'institution scolaire telle qu'elle est faite, est là pour sabrer bien souvent la part d'originalité et donc d'unicité d'un être humain. Et ça, c'est terrible, parce qu'on ne peut incarner sa zone de génie, Marie-Ange, que si on exprime son unicité. Comme dirait René Char, dit à rime. Et le I, c'est l'intrépidité, qui vient du latin d'ailleurs, étymologiquement, intrépidus, qui veut dire avoir du courage, avoir le courage d'aller au-delà de choses qu'on vous oblige à faire. Vous voyez, c'est quelqu'un d'intrépide. Il a ce que j'appelle un mot que j'ai créé de l'osance. Il ose, vous voyez. Wow. C'est ça le soi de la zone de génie. Mais pour ça, il faut évidemment avoir beaucoup de courage et beaucoup d'efforts à fournir. Ça commence bien, je trouve, la semaine de parler de génie, de comment vous dites déjà Losance. J'ai créé ce mot, losance. C'est pas l'aisance, c'est losance. C'est dans le même esprit. Effectivement, est-ce que ça suffit, Valérie Richard, finalement, à la limite de croire en soi, c'est ça qu'il faut ou pas au départ? Parce que est-ce que tout le monde a le même courage par rapport justement à l'effort donc entre les lignes finalement notre Alors, ami tout le monde n'a Christophe? pas le même courage parce que le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Or, on est gouverné par la peur. Donc moi, ma devise, c'est j'ai peur donc j'y vais. J'ai peur. J'agis en dépit de la peur. D'accord. Parce que sinon, on ne fait rien. Donc, il y a deux choses. Enfin, moi, je suis spécialiste de la loi d'attraction, donc c'est vraiment ça. De la loi d'attraction, okay. Oui. C'est d'abord, je sais ce que je veux. Je vais écouter. Et pour ça, je prends aussi des périodes de silence. Ça rejoint ta solitude. C'est intéressant. C'est ce que j'ai écrit dans le livre. Après, je réalise que je suis unique, que j'ai des rêves. Et ensuite, il s'agit de passer à l'action. Donc, effectivement, d'avoir le courage de poser des actes, d'y aller, d'avancer, de quitter son job. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, voilà, moi j'ai 55 ans, j'en peux plus, mais je vais quand même aller jusqu'à la retraite. Et je dis, mais tu vas jamais tenir jusqu'à la retraite. C'est fou, on ne peut pas toute sa vie, le corps ne peut plus faire un travail où c'est tellement douloureux, tellement souffrant. Donc, à un moment, il s'agit d'oser se lancer dans le vide, mais avec la foi. Donc, la confiance en soi, la confiance en la vie et la confiance qu'on va croiser les bonnes personnes aussi. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'il faut faire attention aussi au risque. Vous savez, alors, je suis là pour me faire l'avocat du diable aussi, parfois dans l'émission, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette soif de liberté qu'on peut avoir après plusieurs années, par exemple, dans le même boulot, où on s'ennuie, où ça va plus, où on est victime de burn-out ou que sais-je, et que finalement, on se retrouve dans une situation un peu similaire, même en se lançant tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se tromper aussi de symptômes, enfin d'origine, de diagnostic. Là où vous avez entièrement raison, Marie-Ange, c'est que je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Voilà. Aujourd'hui, il y a un grand fantasme. Effectivement, il y a énormément de gens qui en ont marre des institutions dans lesquelles ils sont, qui d'ailleurs dans le secteur public comme dans le secteur privé, parce que le burn-out n'est pas... Mais moi, j'ai vu en tant que formateur, ça fait 33 ans que je forme des gens, et notamment à ma méthode que vous connaissez bien, Marie-Ange, la haute qualité relationnelle. Hein, et je me suis rendu compte que parfois, il y a des gens, ils veulent partir, comme on l'est, Valérie et moi, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vraiment, je suis seul et j'y vais. Or, ils ne sont pas faits pour ça. C'est la vérité. Ils ne sont pas faits pour ça. Pourquoi? Je vais même vous donner un exemple. Même quelqu'un qui est capable d'être un chasseur, parce qu'en sociologie du travail, vous savez, Marie-Ange, je le dis à tous les auditeurs, il y a deux familles d'êtres humains. Il y a ce qu'on appelle les éleveurs et les éleveuses, et les chasseurs et les chasseuses. Les éleveurs, par exemple, Valérie dit qu'elle a commencé dans l'informatique, on ne lui demandait pas d'être chasseuse quand on est informatique. Quand tu es assistante de direction, et j'ai beaucoup de respect pour tous ces métiers, quels que soient ces métiers-là, il faut être éleveur, on est d'accord. Voilà. Le chasseur, il va chercher du client. Il va chercher des affaires. Sans arrêt, attention. Sans arrêt, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et pour ça, il faut être une chasseuse et un chasseur. Et c'est un état d'esprit. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui, mais c'est ça l'osance aussi. L'osance, Valérie a absolument raison de dire qu'il y a plusieurs vies dans une vie et on peut avoir un parcours changé. Elle était informaticienne, vous avez dit autre chose et maintenant vous avez compris que votre zone de génie, c'était une grande animatrice radio. C'était pas forcément le cas au début. Vous avez trouvé votre voie de génie. Vous voyez ce que je dis? Mais non, vous êtes complètement à votre place. D'ailleurs, quand je dis ça, je dis que Valérie commençait par l'histoire des compétences. On dit toujours qu'il y a 3 familles de compétences, les compétences dures, les hard skills, les techniques, les compétences douces, les soft skills, les savoir-être, savoir-faire, les math skills, qu'appellent ça les Américains, c'est-à-dire en fait les activités. Mais moi, j'ai créé un nouveau type de compétences, vous avez vu dans le livre, les compétences alignées. C'est-à-dire que là-dedans, il faut trouver celles qui sont alignées à notre zone de génie et à notre mission de vie. Et tout le monde en a.
Le seul problème, c'est, comme avait dit Einstein, tout le monde en a un. Tout le monde a du génie, mais si tu évalues, comme à l'école, un poisson a sa capacité de monter à l'arbre, il aura toujours 0. Ouais. C'est bien le problème. C'est que les systèmes institutionnels ne sont pas faits pour que les gens deviennent le génie qu'ils sont. Et il y a une phrase qu'on adore, Valérie et moi, c'est la phrase de Mahéro, tenter d'aider les êtres humains à trouver la grandeur qu'ils ignorent en eux. Tout le monde a du grand en soi. Mais vraiment, tout le monde a du grand en soi. Ça, j'en suis persuadé. Vous en êtes persuadé? Ah, j'en suis persuadé. Après, c'est tronqué chez 80% des gens parce que voilà, ils ont peur. Alors, il y a plein de choses. C'est pour ça que j'ai parlé de peur dans l'introduction, parce que tous les deux, finalement, vous en parlez dans vos livres respectifs. Et vous parlez notamment des dénis. Les dénis, vous parlez beaucoup du déni mais aussi. C'est énorme, le déni. Dans votre livre. Mais c'est énormément. Bruce Cyrulnik dit le déni fait des dégâts. Je veux dire, quand tu dénies, surtout tu dénies ton soi au sens. C'est à cause de notre éducation ? Évidemment. On obéit à des dictates qui sont papa et maman nous ont dit fais attention, tu veux être comédienne, mais franchement comédienne, non, c'est pas un métier, puis tu vas pas gagner ta vie, c'est bouché et tout. Allez, fais je sais pas moi, comptable, voilà. Et puis la fille fait comptable et elle rate sa vie. Bien rassurant. Il y a une phrase de Jouvet que j'adore qui dit rater sa vocation, c'est se chercher où l'on n'est pas. Et il y a énormément de gens qui se cherchent où ils ne sont pas. Et toute leur vie, c'est l'image de la Bible Marie-Ange. Tu demandes au figuier de donner des pommes. Tu peux rester toute ta vie devant un figuier, t'attends qu'il donne des pommes, le figuier ne donnera jamais de pommes. Je pense que ça va faire rire vos auditeurs. Un figuier, ça donne des figues. Mais beaucoup de gens sont là-dedans. Ils sont devant un figuier et ils attendent des pommes. Et ils demandent des pommes. Va chercher là où sont les pommes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travers aujourd'hui à se croire... Alors, c'est vraiment... c'est paradoxal, vous allez me dire, parce qu'on n'a jamais eu aussi peu d'estime pour soi, et en même temps, on voit ces mamans, ces parents dans les écoles, même dans les crèches. Ah, mais mon enfant est génial, mon enfant est HPI, mon enfant est hors du commun, mon enfant est exceptionnel. Donc vous voyez, comment est-ce qu'on fait le ménage là-dedans, chère amie Valérie? Alors, faut se croire génial ou faut se situer où? Je pense qu'il faut avoir une vue lucide, mais la plupart des gens se rétrécissent. C'est-à-dire qu'on a quand même été élevés avec une faible estime de nous-mêmes. En France, on n'est pas bon, hein. On n'est pas bon en estime de soi. On n'est vraiment pas bon. On n'est pas des Américains. Voilà, exactement. Il y a des endroits où c'est plus simple. Donc, la plupart des gens, moi, que je vois, ont besoin de renforcer l'estime de soi. Et avant qu'ils soient arrogants et qu'ils aient la grosse tête, il y a une sacrée marge. Donc, on peut y aller. Mais déjà, se dire, j'ai des qualités, j'ai des compétences, retrouver une souveraineté. J'aime bien ce mot-là. Être plus grand. Donc, moi, je dis souvent, il y a plusieurs parties. Mais j'aime bien parler de la partie qui se rétrécit, qui se fait toute petite. Je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je suis trop jeune, trop vieux, trop ceci. Et puis, une partie qui dit « Waouh, mais j'ai envie de ça, je suis capable de faire ça ». Et quand je fais parler les gens de tout leur parcours, voir tout ce qu'ils ont traversé, ils sont toujours là, debout, en train de continuer. Je dis « Mais c'est héroïque, ils sont extraordinaires, les gens ». Parce qu'en atelier de développement personnel, il y a du lourd. On voit chacun a traversé sa part de situations difficiles. Et c'est plus facile de ne pas... Par exemple, même quand on a un job qui est ce qu'il est, qui n'est pas fabuleux, mais par exemple, on veut reprendre... Je pense aux mamans qui nous écoutent en particulier, parce que je pense que c'est un travers assez féminin, qui a arrêté, par exemple, le violon, la flûte traversière qu'elle avait commencé enfant, etc. Elle dit « Ah non, c'est trop tard, j'ai 50 ans, je sais pas, j'ai 40 ans, j'ai 60 ans, j'en sais rien, je vais pas reprendre, ça va être trop compliqué, ça va me faire mal d'échouer si jamais je reprends ». Vous voyez cette logique-là? On la voit beaucoup. On peut reprendre, mais pas avec les mêmes objectifs. En fait, un jour, moi, j'ai lu une phrase, c'était « Choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie ». C'est Confucius. Moi, j'aime pas trop cette phrase. Et moi, quand je l'ai lu, ce qui m'est venu, c'est danser. Mais j'avais plus de 40 ans, donc je me suis pas dit « Je vais faire danseuse étoile à l'opéra ». On m'avait à 40 ans. Mais on m'avait parlé de la biodanza. Je suis allée faire un atelier. À la fin, j'ai dit « C'est ça que je veux faire ». C'est quoi, en 2 mots, la biodanza? C'est la danse de la vie. Ça réveille l'élan vital. Ça réveille l'envie de créer. Ça crée du lien entre les personnes et ça renforce l'estime de soi. Parce que c'est une danse complètement libre. Et vraiment, j'ai animé samedi, c'était extraordinaire ce qui s'est passé encore, de voir l'épanouissement des personnes. Et moi, je vois ce que ça m'a fait. Parce que le corps a besoin de s'exprimer aussi. Parce qu'on est beaucoup dans le mental. Désolée, j'ai envie de rire parce que je pense à la blague avec, vous savez, sur les réseaux, avec la danse avec les arbres. Là. Oui, je vois. Sonia Pichet. Non, Sonia Pichet, c'est quoi ça, oui. Sylvie, pardon, excusez-moi. Non, mais elle est très drôle. N'empêche, elle est trop drôle. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est au contraire. Mais on s'amuse en biodanza aussi. Ouais, et puis parfois, on peut toucher des émotions parce que l'émotion, elle s'inscrit dans le corps. Donc, bienvenue à l'émotion. Donc, écoutez tout ça. Ce que le corps a à nous dire, parce que si on ne l'écoute pas, eh bien, c'est les maladies qui arrivent. Les raideurs et tout ça. Ouais. Et je vois des personnes qui disent « Je ne suis pas bien, je ne comprends pas, j'ai passé des tests, on ne trouve rien. » Moi, je dis « C'est simple, tu ne fais pas ce que tu aimes. Ouais. » Et dès qu'on commence dans cette piste-là, comme par hasard, le corps va mieux.
C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites, Christophe? Qu'est-ce qu'on répond à cette dame, par exemple? Ce que j'en dis et ce qu'on répond à cette dame, c'est que la vie est un jeu. Et c'est pas pour rien que je dis qu'il faut être connecté à son enfant intérieur. Et tout génie, il est connecté à son enfant intérieur. Elle parle de danse. Un sport, un art, c'est un jeu, on est d'accord. Et je crois que les gens prennent la vie d'une manière trop lourde. Et pour revenir à ce que vous dites, vous disiez, Valérie, sur le petit, en France, vous avez vu, il y a une sous-partie dans mon livre, Marie-Ange, qui s'appelle la manie de voir petit. En France, on a la manie de voir petit. D'ailleurs, on dit comment va ta petite femme, ta petite famille, ton petit garçon, ton petit boulot. D'ailleurs, on commence par un petit déjeuner. On est les seuls à faire ça. Oui, les Américains, ils n'ont pas un petit déjeuner, hein. Ils ont un breakfast. C'est un breakfast. Nous, et moi je dis, et je rejoins Valérie là-dessus, quand je dis petit, je me rétrécis. Mais c'est pas anodin qu'on voit petit. On a dit qu'on était très mauvais en estime de soi, parce qu'en France, on fait l'amalgame entre La magie de voir grand, qui est le titre d'un grand livre de David Schwartz, La magie de voir grand, et on est à Radio Notre-Dame, être dans l'orgueil. C'est un péché de vouloir voir grand, se la raconter, être pédant, être infatué, et donc un vice, l'orgueil. Or, il y a beaucoup de parents qui, à mon avis, cassent les rêves de leurs enfants pour leur dire « sois humble ». Eh bien non, il faut dire on peut voir grand et être simple et humble. C'est cumulé. Et pour autant, c'est très intéressant. Il faut dire ou pas à nos enfants qui sont doués, par exemple? Ou moyen, ou bof. Si, allez-y à fond. Parce que ça donne envie à l'enfant de se surpasser. Alors que si on lui montre que ce qui fait de mal, au bout d'un moment, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Vous connaissez la blague, vous parliez d'une blague, vous connaissez la blague, l'institutrice américaine et l'institutrice française? Oui, très intéressant. L'institutrice française dit 3 plus 3 à Sandra, elle dit 5, ah là là, c'est nul. Et l'américaine, 3 plus 3, 5, ah, c'est pas loin, continue, t'y es bientôt. Et c'est vraiment c'est incroyable. Dans l'éducation des jeunes aux États-Unis. Vous vous rendez compte que c'est un effet, ça? C'est énorme. Moi, on est dans la culpabilisation dans le système scolaire français. On voit ce qui va pas bien. On voit ce qui est mauvais. On voit pas. On est parents ici autour de la table, hein, et vous verrez l'évaluation des enseignants avec nos enfants. Je veux dire, quand ton enfant il a un pet de travers dans un cours ou dans n'importe quoi, mais c'est le nul. On est au courant tout de suite. Ah, mais tout de suite. Il y a Par aucun contre, problème. Qu'est-ce qui va? Bon, je sais pas ce qui va. Moi, je crois que j'allais voir Axel au Royal Union de parents d'élèves pour Axel, mais j'étais halluciné. Il n'y a pas quelque chose qui va bien chez mon gamin. Vous connaissez ce qu'on appelle la théorie des intelligences multiples dont je parle dans le livre Osez incarner vos zones de génie. Howard Bowen, dans les années 80, il a dit qu'il n'y a pas qu'une intelligence. Marion, je vous rappelais, il y a 9 intelligences. Or, nous, en France, t'es bon en maths, tu passes, t'es nul en maths, t'es une merde. Mais non, il y a 9 intelligences. Lisez tous les intelligences multiples. Il y a plein d'intelligences. Il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence... voilà. Celui qui n'essaie pas, ça va plaire à notre amie Valérie Richard. Véronique Sanson sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. C'est pas facile
Celui qui ne sait pas, Véronique Sanson. Effectivement, nous sommes bien dans notre émission Quête de sens sur votre zone de génie, quelle est-elle? Et si vous la trouviez, et si nous en avions chacun, chacune, une? Eh bien, la réponse est oui. Signé Christophe Médici. On n'attendait pas autre chose de lui. Aujourd'hui, Christophe Médici et son livre « Osez incarner votre zone de génie chez Lanier ». Ça fait un bien fou de lire cela en ce début d'année grisouillante, grisonnante, en tout cas, qui n'augure rien de très positif en France, souvent, où on a tendance déjà, dès notre apparition sur Terre, à tout voir en noir, en négatif, à commencer par l'école primaire, ça commence mal. Valérie Richard est également avec nous aujourd'hui, experte en développement personnel que vous êtes depuis 20 ans maintenant. Rayonne ta propre lumière chez Lanor. La preuve, c'est possible en vous voyant, vous et votre sourire, Valérie Richard. N'empêche qu'on peut braver effectivement. Moi j'aimerais bien qu'on en parle ensemble, tous ces freins, donc inconscients, conscients, les avis négatifs, voilà, on l'a dit, dès l'école, etc. À la maison aussi, ça peut arriver. Maintenant, les parents sont plus outillés qu'autrefois, que jadis, sur l'importance de l'estime de soi à cultiver chez nos enfants et à transmettre. Ça, c'est vrai que heureusement, on a les outils aujourd'hui de plus en plus, et vous êtes là pour le prouver et l'illustrer. Mais Valérie, qu'est-ce qu'on fait de tous ces... Vous voyez, moi, ma question, c'est comment braver, même dans l'entreprise, mais dès l'enfance, comment on aide nos enfants à braver tous ces avis négatifs qui règnent autour d'eux, qui planent, qui sont là, les épées de Damoclès de l'échec, quoi. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il reçoit un jugement négatif, ne remet pas en cause la personne qui émet le jugement, mais se remet en cause lui-même. Donc, si mes parents, mes professeurs me font une remarque désagréable, c'est que je ne suis pas assez bien. Et c'est ce que l'enfant intègre et continue d'intégrer une fois adulte s'il n'y a pas un travail personnel. Donc, en fait, on se crée une image de nous-mêmes qui est j'ai le caractère de ma grand-mère, je suis maladroite comme mon père, etc. Et qu'on garde toute notre vie. C'est dingue. Et quand on écoute les personnes dire « je suis », ils redisent les mêmes choses. « Ah non, mais je suis maladroite. » Je tiens de ça, de ma mère, de mon père. Exactement. Et ça continue. Donc, il y a un moment, c'est se dire « stop, je coupe avec ça, je regarde ce que j'ai eu de bon et je décide. » Et la question que j'aime bien, c'est « qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? Quelles croyances j'ai intégrées ? Comment je peux les transformer pour atteindre mes rêves et mes désirs ?» Donc, je sais ce que je veux et si je n'y arrive pas, c'est que j'ai des croyances limitantes et je transforme ces croyances. Ce qui est beau dans ce que vous dites, c'est qu'en même temps, vous invitez, si je comprends bien, à assumer notre histoire aussi familiale. Oui. Vous voyez, je suis comme ça, avec tout ce que j'ai reçu aussi, en négatif, en positif, etc. Christophe, c'est intéressant. Oui, mais je fais complètement écho. Vous avez vu, Marie-Ange, quand je parle de la zone d'auto-sabotage, qui fait quoi au saboteur. J'aime bien celui-là. Voilà, on a toutes et tous un saboteur. Et Valérie a raison, il s'est construit dans les premiers mois, les premières années d'enfance. Et j'ai fait un acronyme, vous avez vu, je l'ai appelé la zone PCR. P pour programme. On a des programmes qui se sont construits, on est d'accord, et des programmes parfois qui sont toxiques, liés à des injonctions qu'on a pu recevoir. Valérie a tout à fait raison. Tu n'es pas capable, t'es nul, t'es trop petite, t'es trop grande, t'es pas assez intelligente. C, c'est les croyances limitantes, invalidantes, négatives et incompatibles. Et enfin R, et ça j'insiste parce que notre saboteur, il est en nous, dans nos têtes, Marie-Ange, on est d'accord, mais il y a des relations toxiques qu'on peut avoir croisées tout au long de notre vie, et ces relations toxiques-là viennent renforcer les programmes et les croyances limitantes. Alors j'ai une bonne nouvelle. Tous les outils relationnels pour incarner, pour investiguer sa zone de génie, et tous nos métiers à nous sont justement là. Et puis finalement, moi j'en ai un peu marre des gens qui cassent tout ce qui est développement personnel et travail. Parce que si depuis 50 ans l'humanité va mieux, c'est que depuis les années 60, il y a nos métiers qui sont arrivés et qui font que les gens, même s'ils font pas beaucoup de travail sur eux, Marie-Ange, ont le coup d'éclat à un moment donné d'avoir un déclic en venant, par exemple là, il y a le salon des médecines douces samedi et dimanche. Si des gens veulent m'écouter plus longtemps, je donne une conférence à 18h, à 17h, dimanche, sur la zone de génie, ils peuvent venir. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est même pas payant. Donc, ils peuvent juste se bouger. Valérie participe aussi à énormément de salons et de conférences. Il faut venir. Parce qu'il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on le dit très peu souvent. Vieillir, tout le monde le fait, c'est naturel. Grandir, c'est un travail. Et vous avez vu, il y a un passage, parce que pour oser incarner sa zone de génie, Marie-Ange, et voilà. C'est ce que j'allais dire. On n'insiste jamais sur la fainéantise. Attention, parce qu'il y a aussi, voilà, alors le défaut du développement personnel, c'est l'excès. Tout excès, tu le progrès, voilà.
Et tout c'est excessif, merci beaucoup. Et c'est vrai que la génération à venir, enfin les Z-millennials, etc., ont peut-être cette fâcheuse tendance à se croire génial tout de suite. Ça, c'est mon avis. Mais après, voilà, ceci est un message non personnel. Valérie, c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup votre chapitre, Christophe, consacré à la sablangue. Donc, alors moi, c'est du matin au soir, c'est moi. Donc, c'est tout moi ça, parce que je dis à ma fille, mais moi, je rigole aussi, hein, je ris de moi, hein, mais si vous voulez, voilà, j'ai encore oublié ça, c'est tout moi, ça d'oublier. La sablangue, c'est la langue du saboteur. Hein. Voilà, la langue du saboteur. Je me reconnais tellement dans cette posture, dans cette façon d'exprimer, voilà. Tout va de travers, rien ne marche, tout est chaos, bon, c'est tout moi, ça, j'ai badé toute la journée, tout part à volo dans ma vie. C'est les jeunes qui disent ça n'arrive qu'à moi. J'étais en bad toute la journée. Oui. Nous, on n'avait pas ça. Et les jeunes, bad, c'est mauvais, on est d'accord. J'ai badé. Eux, ils ont bien l'image. Hein. J'ai badé, c'est-à-dire que j'étais en bad. Ben voilà, t'étais en mode, c'est ton programme là, de ton saboteur. Mais ça, ma question, c'est ça a vraiment un impact sur notre cerveau, ça Valérie, les phrases, oui, parce que c'est les circuits neuronaux. À force de se répéter ces phrases, on y croit et ça devient notre identité. Donc moi, si je dis tout le temps que j'oublie tout le temps des choses, à force de le dire, moi je pensais qu'au contraire, ça allait m'aider, mais en fait, ça n'a pas. Moi, j'invite il y a des mots interdits dans mes ateliers. Donc le mot petit, il est interdit. Ah, d'accord. Le mot il faut est interdit parce que dès que je dis il faut, je subis ma vie. Donc c'est je choisis, j'aimerais, je décide, je m'engage et ça donne autre chose. Si c'est il faut que je travaille tous les lundis matins, c'est lourd. Si c'est je choisis de faire ce métier parce que ça m'apporte à moi et à ma famille un certain niveau de confort, c'est pas la même vibration. C'est beau, je m'engage. Je m'engage. Alors ça c'est plus à la mode, mais pourtant je m'engage. Et je pense par rapport aux enfants, si on leur donne des ailes, vas-y, crois en toi, c'est important de leur donner des racines. Bouge-toi les fesses aussi, vas-y, parce que souvent ils ont trop de choses et du coup ils attendent que ça vienne. Et là je suis d'accord, il y a besoin de force. C'est ce que disait Brel. Hein. Brel, il disait le génie, c'est 99% de sueur et 1% de talent. Bien sûr. Je veux dire, la personne, il ne faut pas oublier la notion de l'effort. Je veux dire, l'effort est essentiel. Elle est très oubliée. Et je veux dire, les gens disent, oui, Valérie Richard, X livre, Christophe Médicis, X livre, Marie-Ange Montesquieu, grande animatrice. Mais ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Je n'en parle pas. C'est des années de travail. Or, les gens pensent que ça vient comme ça. Ne m'en parlez pas. Ça vient comme ça. Non, ce qui vient comme ça, c'est quand on est en scène, quand on joue, par exemple, la scène qu'on joue là, ou quand on est en conférence, ou quand on donne nos stages. Oui. Mais là, ce jour-là, on ne doit pas voir les coutures. Mais les répétitions derrière, les années de travail. Moi, je pense toujours à ça, Marie-Ange. Vous savez ce qu'il dit Alexis Grus, que j'en ai voir ma fille. J'invite tous les auditeurs à aller voir Alexis Grus, les 150 ans, les Folies Grus. C'est juste exceptionnel. Et c'est un hommage au travail, figurez-vous. Vous savez ce qu'il dit, Alexis Grus? Il disait, parce qu'il est décédé, il nous a quittés l'année dernière. L'art, c'est de travailler en effaçant le travail. Exactement. Mais c'est magnifique, cette phrase de Grus. Il faut l'encadrer. Vraiment. Oui. Mais ça rejoint tout ce que votre message. C'est ça, mais vous avez tout à fait raison de dire aux auditeurs. Parce que, au fond, c'est ça. Au fond, à un moment donné, il fait écho, Grus, là, à la phrase de Montalembert dans Les Bestiaires qui disait « Comme dans tout art, la maîtrise atteint enfin la simplicité. Faire compliqué, c'est très simple de se torturer la tête. Mais celui qui est capable de faire simple, celle qui est capable de faire simple, ça, il y a beaucoup d'art derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de maîtrise. Beaucoup de travail effectué. Quand tu te dis, on dit à tous les auditeurs de Enquête de Sens, oh ça je le fais demain. Animer comme Marie-Ange, je le fais demain. Écrire un livre comme Christophe et Valérie. Eh bien, dites-vous que ça veut dire que c'est simple. On fait simple. Mais ça, c'est du boulot derrière. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de lecture, beaucoup de... Mais oui, Valérie. Et en même temps, moi, j'aime beaucoup la notion de plaisir, c'est-à-dire avec quel état d'esprit je fais tout ça. Moi, j'adore mon travail. Je m'oblige à ne pas travailler de temps en temps, sinon je ferais ça tout le temps, tellement je suis passionnée. Et la plupart des gens font les choses dans le but d'éviter de souffrir, parce qu'il y a cette injonction sans faisant rien, sans faisant trop. Et alors, en plus, quand on est une femme, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour mettre au monde, pour tout. Donc non, mais rechercher le plaisir, la joie, le sourire, le bien-être. Que faites-vous de l'effort, Valérie? Quand je vous dis effort, vous me répondez quoi? Effort dans la joie. Effort parce que j'ai envie de faire un effort, parce que j'aime faire un effort. Et souvent, parfois, il y a des personnes qui me disent « Mais je ne sais pas dans quelle direction aller », parce que je dis « Mets-toi en route. La vie, c'est comme le vélo, l'équilibre, c'est quand on avance. » Et je dis « Mets tes baskets et va marcher. » Moi, si je ne sais pas, je vais ranger un tiroir ou je vais à la salle de sport. Et en étant dans ce mouvement, hop, il y a des idées qui vont venir et je vais passer très facilement à l'action. Le canapé, on oublie. Hein. On oublie. De temps en temps, en conscience, je choisis de me faire un moment. Je peux
me suis posée avec ma fille, là, il y a 2 jours, on est rentrés, on venait d'aller voir les robes de mariée pour elle, c'était juste génial. Félicitations. Un moment extraordinaire. Et on s'est posé, j'ai fait un chocolat chaud, on s'est posé dans le canapé, on s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est bon. Et, mais en conscience, c'est important. Ouais, en conscience, quand on le décide. Mais ensuite, on choisit de se lever de son canapé. On ne scrolle pas au milieu de nulle part. Toutes les nuits, on rêve. Et il y a une phrase, c'est le matin, soit je me rendors pour continuer à rêver, soit je me lève pour réaliser mes rêves. Ah, c'est beau cette phrase. Donc il y a beaucoup de belles phrases aujourd'hui. On aime beaucoup les citations tous les deux. C'est vrai que je ne sais pas de qui elle est, cette citation, mais elle est intéressante. Hein. C'est vrai qu'en général, quand on n'a pas envie de se lever, c'est qu'on a procrastiné. Pas bon signe. Ouais, c'est pas très bon. J'aime pas être comme ça. Christophe, vous êtes levé comment ce matin? Moi, je me suis réveillé avec joie parce que je savais que... Moi, je disais toujours à mes stagiaires qu'il faut se lever avec des chouettes dans la tête. Tu te dis, t'es 3 chouettes du jour. Et un de mes chouettes, c'était chouette. Aujourd'hui, je vais participer à l'émission de Marie-Ange de Montesquieu en quête de sens. Vos chouettes, c'est-à-dire... Oui, le matin, vous savez, on n'est pas riche en temps, on est pauvre en temps, les êtres humains. Hein. Selon le titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix, une vie, c'est 30 000 jours. Et à Dieu ne plaise, ça peut finir ce soir. Donc, à Dieu ne plaise, à Dieu ne plaise. À nos potes qui allaient au Bataclan, ils allaient à un concert. Hein. Je pense qu'ils ne savaient pas que c'était leur heure. Hein. Donc, voilà, paix à leur âme. Le jour des 80 ans d'Auschwitz, on voit que, d'ailleurs, pour la zone de génie, vous avez vu, je suis très fier d'avoir créé un arbre qui s'appelle l'arbre à gènes, mais je fais bien la distinction. Il y a le génie du bien, mais aussi le génie du mal. Hein. Et on peut dire ça le jour de la commémoration des 80 ans d'Auschwitz, parce que parfois l'humain est tellement ambivalent qu'il met son génie dans la destruction totale. C'est Jean de Romesson qui disait, si Dieu n'existait pas, ce serait trop triste. Quand on lui demandait, est-ce que vous avez la foi? Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette petite extrait qui a pas mal tourné après sa mort il y a quelques années, Jean de Romesson. Qui disait que ce serait trop triste de ne pas croire en Dieu aujourd'hui parce que quand les méchants réussissent, sont toujours les méchants, les mêmes qui réussissent, ce serait trop triste. C'est vrai, mais c'est magnifique ce qu'il dit. Ce serait trop triste. Et c'est très très beau ce qu'il dit, Marie-Ange, et j'ajouterais, parce qu'on est le jour des 80 ans de la fin d'Auschwitz, que l'humain est tellement ambivalent que son intelligence et son génie, il peut le mettre au service de choses, mais vous avez vu dans l'arbre à gènes, qui font gémir l'humanité, qui la font gémir, alors que le génie du bien la fait ravir. On est d'accord? Et moi, je me pose la question, parce qu'on est dans une époque là où il y a une révolution qui est en train d'arriver, à laquelle on doit tous réfléchir. Et moi, mon combat, il est celui-là, c'est l'arrivée de l'IA. Et vous avez vu que j'ai fait zone de génie et IA. Oui, IA va être partout, tous les jours, toutes les secondes dans notre vie. Oui, d'accord. Eh bien, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Donc, je ne suis pas technolâtre, mais je ne suis pas technophobe non plus. Mais il y a toute une sous-partie qui va dire que quoi? Zone de génie? Ok. Mais si c'est pour devenir de plus en plus liberticide, qu'il y ait de moins en moins de réelle présence, on est d'accord. Et surtout, toutes les créations puissent remplacer l'humain. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers, Marie-Ange, avec notre zone de génie, et de faire en sorte que quand on voit ce qu'ils sont en train de nous préparer, là, moi je vais vous dire, on a bien raison d'être quand même assez circonspect. Il y a du souci à te faire. Vous avez compris mon clin d'œil avec qu'il y a du souci à se faire. Et moi je dis, puisqu'on fait ça maintenant, les artistes peuvent être remplacés, on fait des scénarios avec l'IA, on fait des chansons avec l'IA. Bientôt maintenant, on a vu que, vous savez ce qu'utilise Marie-Ange, nos ados, comme psychothérapeute? ChatGPT, à longueur de journée, il est là et tu ne le payes pas. Donc voilà. Alors, maintenant, il faudra dire, il y a des choses qui sont créées avec IA et des choses garanties zéro IA. C'est génial, mais c'est fait sans l'IA. Notre émission, là, hein, elle est pure humaine. On est d'accord, Marie-Ange? Elle est garantie. Oui, mais dans 3 ans, Marie-Ange, vous savez, on ne peut pas prévaloir de l'avenir. Hein. Dans 3 ans, ce seront peut-être des IA. Alors. Voilà. Je fabriquais humainement mon propre concept. Hein, garantie zéro IA. Et nos livres, vous savez que c'est la première fois de ma vie, je suis à mon 21e livre, vous me posiez la question au début d'émission, c'est la première fois où cet été, quand je le finissais à Nice, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une IA là qui en 10 minutes pourrait écrire quelque chose de cet acabit-là? C'est la première fois que j'écris un livre en me disant ça. Et ben ça me faisait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, Christophe, revenez parmi nous. Restez bien humain. Et Don't Stop Me Now, s'il vous plaît, Queen. Don't Stop Me. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at Que ça ne s'arrête jamais sur Radio Notre-Dame RCF. Et si vous trouviez votre zone de génie, Christophe, toute une histoire avec cette chanson. Mais cette chanson est reconnue. Alors d'abord, bravo Freddie Mercury, génie absolu, éternel, voilà. Et cette chanson est reconnue, Marie-Ange, comme la chanson donnant le plus la pêche et l'énergie positive. Donc on disait comment commencer la journée. Commencer par Don't Stop Mino. Après la prière. Après la prière. Et danser 3 minutes et chanter 3 minutes par jour. Et je peux vous dire que ça vous fera un bien fou pour être justement aligné à votre bien-être. Avec le canon de Pachelbel qui, paraît-il, offre le Mac. Vous avez vu ça? Oui, en ondes hertziennes, c'est le canon de Pachelbel qui fait le plus de Ouais. bien. Qui fait le plus de bien, ça a été étudié ça. Faut écouter le canon de Pachelbel très extraordinaire. Ouais. Bah, j'ai commencé à écouter, c'est vrai que ça fait du bien. Christophe Médici, Valérie Richard, merci d'être là. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Osez incarner votre zone de génie pour Christophe Médici chez La Nord et Valérie Richard. Rayonne ta propre lumière chez La Nord. J'aimerais bien qu'on parle du mouvement et de l'absence de mouvement. Ça, c'est un vrai sujet. Hors antenne, en écoutant ces quelques notes, on échangeait autour de ce qui crée la flemme. Qui fait l'œuf, qui fait la poule, si je puis dire. Valérie Richard, est-ce que vous disiez que c'était souvent un synonyme de perte de motivation, de manque de motivation? C'est Frédéric Lenoir qui dit ça, la paresse, non, c'est l'absence de motivation, voilà. Et cette paresse, d'où vient-elle effectivement? D'où vient-elle? On bouge de moins en moins, ça c'est clair. C'est comme si c'est un signe de richesse quelque part de pouvoir se poser sur le canapé. Parce que quand on œuvre, quand on est laborieux, c'est qu'on est pauvre quelque part. Dans les pays pauvres, ils vont chercher l'eau au loin, ils cultivent les champs. Moi, je suis originaire de la campagne et j'ai appris à travailler, j'ai ce sens-là du travail. Et Rudolf Steiner a décrit 12 sens. Et dans les 12 sens, il y a le sens du mouvement. Et je constate qu'il est plus ou moins développé chez certaines personnes. Mais ce qui se passe, c'est que moins on bouge et moins on a envie de bouger. Ouais, moins on fait, moins on fait. Donc, il y a un moment, Ma grande il sœur qui s'agit dit ça. de s'obliger. Et par exemple, pour les personnes qui veulent se remettre au sport, je dis le premier jour, vous faites 1 minute et vous arrêtez. Vous vous frustrez. Deuxième jour, 2 minutes. Troisième jour, 3 minutes. Et votre corps aura envie d'aller plus loin. Si vous commencez par 1 heure de sport, ça va être trop dur, vous allez laisser tomber. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est important de bouger son corps tous les jours, ne serait-ce que pour la santé. Et on a tous, c'est le premier vœu du début de l'année, c'est la bonne santé. C'est vrai. Vous êtes au courant sur tout récent sondage statistique, qui atteste que 2 jeunes filles, 2 adolescentes sur 4 arrêtent le sport. À l'adolescence. On est très mauvais en sport en pas France. Bon, ça, on n'est pas bon du tout. Michel Simès le dit. On n'est pas un peuple de sportifs. Non. Pourtant, on a fait des formidables JO. Mais aussi, il faut voir que là, vous avez vu, les sportifs sont vendus. Ils ont baissé le budget du sport, l'État. Mais je pense que là, je rejoins complètement Valérie. J'irai même plus loin. Je
pense que vraiment, je dis toujours à mes stagiaires, la première heure de la journée est le gouvernail de votre journée. Donc, comme chaque jour compte pour son bonheur, la vie c'est une journée, eh bien, la première heure de sa journée, comme font les gens du nord de l'Europe, c'est là peut-être qu'il faudrait commencer. Moi, je fais du sport à jeun le matin, avant le petit déjeuner. Waouh. Mais évidemment, c'est comme ça que tu élèves ton taux de dopamine, de sérotonine, que tu as la patate. Mais les gens du nord de l'Europe, Marie-Ange, ils vont à la piscine à 5h30, 6h du matin. Ils vont courir à 6h du matin. Mais tu pars avec une énergie pour créer. Alors, moi, je dis que le travailleur, quand on fait un travail, on est un travailleur. Vous avez vu, quand on œuvre, on est un œuvreur. Vous avez toujours été travailleur ou pas? Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans une famille où moi, c'était éduqué. On n'est pas des feignants ici. C'est dans le même esprit que Valérie. Alors, elle, c'était le milieu paysan. Moi, c'était le milieu ouvrier. Et moi, mon père, j'ai toujours vu mon père partir à 5h du matin à l'entreprise. Ma mère, pareil. Et de toute façon, on ne pouvait pas être feignant parce qu'à 6h, ma mère, elle ouvrait les fenêtres de tous les frères et sœurs en disant il n'y a pas de feignants ici, et donc ça te donne un programme où de toute façon toi tu dois bosser parce que de toute façon il n'y a pas de feignants ici. Waouh. Et mon père disait toujours, si je suis devenu chef d'entreprise alors que j'ai commencé aux machines à 13 ans, c'est parce que j'ai bossé 14, 17, 18 heures, 22 heures par jour. Et c'est pour ça on revient à cette idée de l'effort, parce que franchement là où je rejoins effectivement Valérie, vous avez des enfants, on a des enfants. Vous savez, nos enfants, quand ils deviennent très bons dans une activité, ils sont dans ce qu'on appelle l'activité délibérée. Vous ne mettrez pas une Kalachnikov dans le dos d'un enfant pour faire 10, 20, 30 heures par semaine ou 50 heures d'une activité dans laquelle il ne prend pas de plaisir. Il est dans l'activité délibérée. Je rejoins ce que dit Valérie, que ce soit un art, le tennis, un sport ou n'importe quoi, parce qu'il prend un plaisir et il sent des aptitudes dans lesquelles il va devenir meilleur. Et il va fixer des défis, parce qu'il prend beaucoup de plaisir. Vous connaissez la méthode, vous avez vu comme moi sur Netflix, la méthode des Williams, des sœurs Williams, le père Williams, il les a mises à 2 ans au tennis, Serena et Venus. Et elles avaient leur théorie des 10 000 heures de tennis. Alors pour tous les auditeurs de votre émission, 10 000 heures dans une activité, à raison de 8 heures par jour, c'est 5 ans d'une vie. Les 2 gamines, à 9 ans, elles avaient leurs 10 000 heures. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Serena Williams et Venus Williams. Mais pour autant père Williams qu'il était, voulant en faire de la machine à championne. Il n'aurait pas fait des grandes championnes si les gamines à 4, 5, 6 ans, 7 ans, elles ne prenaient pas leurs pieds, elles ne prenaient pas de plaisir sur un cours de tennis. Cela dit, voilà. L'activité délibérée, c'est-à-dire elles sont heureuses d'y aller suer le matin. Cela dit, c'est vrai que, voilà, alors je ne sais pas ce que Valérie on rejoint cette notion de plaisir, c'est-à-dire que si ça ne m'intéresse pas, si j'ai pas une motivation intérieure suffisante, et moi je sais que ma motivation c'était de faire un métier que j'aime, je ne conçois pas non plus. Dès l'enfance Après, j'avais envie d'écrire des livres, moi. Et puis ensuite, comme j'étais bonne en maths, on m'a mis en C. Et puis, je suis allée dans l'informatique. Mais ce que je voulais, c'était sortir... Comment vous parlez? C'était il y a longtemps. CD, nous, c'était cette époque. On avait CD, à l'époque. Vous avez eu autre chose, mais et moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir de la campagne et faire autre chose. Et j'ai oublié que j'avais envie d'écrire des livres. J'avais 2 rêves enfants, c'est d'habiter à Paris et d'écrire des livres. Et peut-être qu'il faut dire là, à Radio Notre-Dame, qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de la névrose de loyauté. C'est-à-dire qu'on a tellement l'éducation de dire, faut dire amen à papa et à maman, à ce que la famille nous donne comme injonction. Eh bien, moi, je fais l'éloge de la déloyauté pour être loyal à soi-même et à sa mission. Alors peut-être que la jeune génération est plus incline justement. Oui, j'espère pour elle. Mais en tout cas, soyez déloyaux pour être vous-même. Alors il y a un problème pour la jeune génération, c'est qu'on ne leur donne pas non plus de direction. On les laisse complètement libres. Et du coup, ils savent pas... Choisis, mais il y a trop de choix, quoi. Il y a trop de choix, ils ne savent pas où ils veulent aller. Donc, il faudrait les aider, voir là où ils sont compétents, leur faire toucher ça et les accompagner. Ouais. C'est difficile de choisir un métier pour la vie. Et de toute façon, les jeunes ne feront jamais le même métier toute leur vie. Ça, c'est déjà, nous, on a tous changé. C'est fini, cette époque où on fait le même métier tout le temps. Donc, on écoute et on a cette possibilité de changer, de s'adapter. C'est extraordinaire. Il y a des choses aujourd'hui fantastiques. Je trouve qu'il y a des gens, ils ont une idée, ils la mettent sur Internet... Et ça fonctionne, et cette possibilité-là, elle n'était pas là avant. On est une époque merveilleuse. Et quand ça décolle pas, ça veut dire qu'il faut chercher que là les où croyances ça ne sont pas en accord. D'accord. Et moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui en ont marre de leur métier, donc ils vont faire une formation au développement personnel, et je suis masseur, et je suis sophrologue, et je suis hypnothérapeute, et puis ça marche pas. Alors. Ça marche pas parce qu'ils n'ont pas nettoyé leurs croyances par rapport à l'argent. Ça marche pas parce qu'ils n'ont pas la mentalité d'un entrepreneur. Attendez, on s'y arrête 2 secondes. Ça veut dire quoi la croyance par rapport à l'argent? Parce que moi, pourquoi j'ai fait 15 ans d'informatique? Parce que j'ai engrammé la croyance que je pouvais attirer de l'argent.
Et maintenant, je me suis dit, après, je peux faire n'importe quoi, je sais que ça fonctionnera. C'est-à-dire que résoudre cette croyance, et la croyance, moi, la mienne, c'était quoi? La peur de manquer, c'est ça? La peur de perdre? Ça dépend de la croyance qu'on a emmagasinée dans notre enfance. Ça peut être l'argent ne pousse pas par terre, ça peut être les riches sont des mauvaises personnes, ça peut être j'aime pas l'argent est sale. Il y a des gens, ils supportent pas de toucher l'argent. La preuve ici, surtout en France. On paye toujours en téléphone, en carte bleue. Moi, je paye pratiquement tout le temps en liquide. Je touche l'argent tout le temps. Et en France, on est très... Dire j'aime l'argent en France, c'est un sacrilège. En France, c'est tabou l'argent en France, Marie-Ange. On parle pas d'argent d'ailleurs. Jamais. Vous avez remarqué, on ne parle jamais. D'ailleurs, c'est très mal poli. On dit dans les soirées Absolument. ou en dîner de famille. On demande ce qu'on fait dans la vie. D'argent. Ça s'arrête là. On ne va pas parler d'argent, franchement. Mais là, il y a un autre problème par contre, c'est que l'argent est partout, là, partout, tout le temps et toujours. C'est l'alpha et l'oméga d'énormément de choses. Notamment, je parlais avec une personne là, il y a un monsieur qui fait faire des stages pour améliorer sa relation à l'argent. Il est très connu. Et aux États-Unis, il y a des études là-dessus. Il y a des Harvecker qui s'appellent le Millionaire Mindset, les secrets d'un esprit millionnaire. Parce que tout le monde a un plafond de verre vis-à-vis de l'argent, qui sont liés aux croyances qu'ont les gens. Alors, les gens, ils pensent qu'ils peuvent gagner que 1 000 euros, d'autres 1 500, d'autres 2 000. Et toute leur vie, ils vont être tunés, capés, comme pour un prêt immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Or, non. Je veux dire, l'argent, c'est une énergie, ça circule. L'argent, c'est fluide. Donc, c'est de l'eau. Donc, il y a une fluidité. On dit bien, j'ai du liquide ou j'ai pas de liquide. Donc, normalement, ça devrait être fluide. Et comme disent les psychanalystes, l'argent, ça vient, ça va. Et quand ça vient, c'est mieux. Ça va mieux. Voilà. Maintenant, le vrai problème en France, c'est que le fait de dire qu'il y a une croyance que tous les gens riches auraient plutôt une tendance à être plutôt les vicieux et les gens qui font du bad, et tous les gens pauvres, c'est les vertueux, eh bien, va faire que les gens pauvres vont dire, c'est pas bien d'être riche. Et donc, comme dirait Valérie, ils répulsent l'argent. Ils ne l'attirent pas. Ils le répulsent par rapport à une croyance inconsciente de dire que si tu es riche, tu es forcément un véreux, tu es forcément quelqu'un de loufoque. Non, excusez-moi de vous le dire. Moi, je pense qu'il y a la même proportion de gens pourris, formidables chez les très pauvres et pourris et formidables chez les très riches. Ouais. Et ça veut dire que quand il se passe quelque chose d'inattendu, par exemple de perdre son job en plein milieu, enfin, c'est jamais par hasard, quoi. C'est ce que vous dites, Valérie? Et parfois, ce qui peut sembler a priori dramatique, j'ai plus mon job, la première chose c'est la peur, comment je vais faire pour me nourrir, pour payer mes factures. Et quelques années après, c'est comme les divorces. Les gens disent c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Même d'une maladie, les gens disent ça, parce qu'ils ont complètement changé de vie, changé leur façon de penser, et c'est une occasion extraordinaire plus tard de faire ce que l'on aime. En fait, c'est un tremplin vers autre chose. Mais tout de suite, c'est pas ce qui arrive, c'est la peur, c'est toutes ces émotions désagréables qui arrivent. Et d'ailleurs, Marie-Ange, puisqu'on parle d'oser incarner sa zone de génie, on est toutes et tous redescendus sur la Terre pour contribuer à l'humanité, à notre place. On a une mission, vous contribuez avec vos formidables émissions, nous avec nos stages, nos livres et tout. Et je pense qu'avec l'argent, c'est juste un démultiplicateur, un amplificateur de la possibilité de contribuer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Et ça, c'est une vision plus, effectivement, anglo-saxonne, plus protestante, on va dire, WASP, américaine, mais que je partage assez, finalement. Si tu es quelqu'un de bien, quand tu as 10 euros, tu seras quelqu'un de formidable avec 1000 euros, avec 100 000, avec un... Si tu es un pourri à 10 euros, tu seras un pourri à 1 million d'euros. Ça, c'est sûr. Et quand on s'acharne, les amis, quand on s'acharne à vouloir devenir, alors peut-être pas génial, mais très bon, et puis ça ne marche pas, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, Valérie, comment on procède? S'acharner. Tu sais, je me suis acharnée, mais ça ne marche pas, je ne suis pas bon. Oui, chaque cas est particulier. Et dire je suis pas bon, c'est pas vrai, c'est faux. C'est quelque part, il y a une croyance limitante qui m'empêche. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Il faut aller enquêter. La chercher. Et là, souvent, on a besoin d'un regard extérieur. D'accord. C'est très dur de la trouver soi-même. Mais moi, souvent, quand les gens parlent, je détecte immédiatement leurs croyances limitantes. Je dis, j'ai un détecteur intégré. Ah ben oui. À force de les accompagner. Tout le monde le dit, vous savez, Marie-Ange. D'extérieur, les gens le disent. C'est incroyable tout ce qu'on voit sur quelqu'un. Il paraît qu'en cas d'une situation imprévue, nos amis savent mieux prévoir que nous quel sera notre comportement. C'est intéressant. C'est vrai, ça ? Ça veut dire qu'ils nous connaissent mieux que nous. Attestez les auditeurs chez vous, autour de vous, c'est toujours amusant. Pour en savoir plus sur vos voisins, vos amis, vos proches. Donc, demandez à vos amis quelles sont les 3 qualités qu'ils aiment chez vous et quels sont les 3 côtés qu'ils aiment moins. Vous en apprendrez beaucoup. J'ai pas très envie de savoir. Si, ça fait partie de ce chemin, de se connaître. Pour s'améliorer. J'oublie toutes mes affaires partout, je suis sûre qu'ils vont dire ça. En tout cas, Christophe, je suis pénible. Hein. Je suis extrêmement pénible. J'oublie toujours des trucs derrière moi. C'est une catastrophe. Vous êtes bourré de talent. Non, mon petit Christophe, merci beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'on répond aux parents, effectivement, et leur tire au flanc? On y a un peu répondu. On leur dit de dire quoi à leurs enfants? Là, tout de suite, maintenant. Ils ont des ados. D'abord, ils pourraient peut-être écouter une chanson. Ils bossent pas. Ils pourraient écouter une chanson extraordinaire, parce que je suis très mélothérapie, moi, vous le savez. Hein. Il y a une magnifique chanson de cette chanteuse que j'adore, canadienne, vous savez, celle qui s'appelle Linda Lemay. Oui.
qui s'appelle, et ça pour tous les parents qui ont des enfants en bas âge, donnez-lui la passion. Donnez-lui la passion. On mettra la ref une sur envie le site. d'une activité sportive, artistique, intellectuelle, peu importe, ça rejoint l'idée de plaisir. Et écoutez bien cette chanson. Elle dit, je sais pas, ma petite, alors une petite fille, comme vous avez une petite fille, hein, eh bien, elle dit qu'on donne une passion à ma petite fille, parce que si elle a cette passion-là, une passion mais elle va la trouver. C'est une prière qu'elle fait à Dieu là, hein, dans cette chanson. Donnez-lui la passion. Seigneur, donnez-lui la passion de quelque chose. Passion pour la peinture, passion pour la littérature, passion pour la biodanza. Et pas grave si c'est pas la mienne, quoi, Valérie. Pas grave si c'est pas la mienne. Ah ben non, c'est pas grave. Ça peut pas être la mienne. C'est la sienne. Je vais voir si vous dormiez. Regardons, que ce soit les enfants ou les adultes, moi je leur dis expérimentez. Et puis écoutez ce que ça fait à l'intérieur. Là, bon, c'est pas terrible. Là, ça fait le waouh à l'intérieur. Ouais. Et quand ça fait ça, on y va. Même chez nos petits. Même chez nos petits. 4-5 ans. Il suffit de les observer. Et on voit là où il y a les étoiles dans les yeux, où ils sont passionnés, où ils feraient ça pendant des heures. Ça veut dire que c'est une passion. C'est beau ce que vous dites. Merci Valérie Richard. Et c'était tout à fait. C'est apprendre au premier degré. Hein, voilà. C'était sincère. Valérie Richard, merci. Rayonne ta propre lumière à découvrir en ce début d'année, évidemment, chez Lanor. Christophe Médici également, avec cet ouvrage fondamental pour attaquer cette rentrée de janvier, si je puis dire. On y est bien installé dans ce mois de janvier, mais bon. Osez incarner votre zone de génie chez Lanor. Merci infiniment, les amis. Merci. Et trouvez votre zone de génie. Merci beaucoup.